Jean-Luc Mélenchon est l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Il y avait ce matin une déclaration du Premier ministre suivie d'une intervention des chefs de groupe, puis d'un vote sur les nouvelles mesures anti-Covid à l'Assemblée. Vous y avez donc pris la parole. Cette réunion est une honte pour le Parlement français. Elle ne sert à rien. Elle n'aura aucune conséquence. Tout est décidé et nous ne sommes invités qu'à venir vous acclamer. Les mots sont forts, une honte pour le Parlement. Avez-vous dit pourquoi, Jean-Luc Mélenchon? Alors, pour des raisons claires, nettes et précises, nous sommes convoqués de la veille pour le lendemain. Dans aucun pays du monde, on ne fait ça, sauf s'il y a une déclaration de guerre. Et comme vous le savez, en France, on n'est jamais convoqué, même quand il y a la guerre. Mais là, nous sommes convoqués du jour pour le lendemain. Le soir, le président de la République annonce toutes les mesures. Donc, voilà, c'est fait. On n'imagine pas qu'il revienne le lendemain pour dire finalement j'ai changé d'avis. Et on nous appelle, c'est un article de la Constitution, 50-1, excusez, ça fait un peu pédant de vous citer un article de la Constitution. Donc le Premier ministre fait une déclaration. Qu'est-ce qu'il y a dans sa déclaration? Ce qu'a dit le président. Vous me direz, c'est normal. Mais d'accord, mais alors pourquoi on nous réunit? Parce que nous ne pouvons rien discuter, nous ne pouvons pas amender le plan du président de la République. Et nous sommes donc juste appelés à dire oui ou non. Mais supposez un instant que nous disions tous non. Eh bien, ça ne changerait rien. Car la responsabilité du gouvernement n'est pas engagée par ce vote. Ça créerait quand même une situation politique intéressante. En tout cas, il se serait passé quelque chose. Si une majorité de députés avait dit non ce matin, ou de sénateurs cet après-midi, le gouvernement n'aurait pas pu faire comme si ça n'existait pas. Peut-être bien, mais pardon, vous me posez la question de savoir pourquoi j'ai dit que c'était une honte. Parce que nous, Français, chaque jour qui passe, aux yeux du monde, nous sommes un peu plus ridicules. Parce que nous ne vaccinons pas, parce que c'est la pagaille, parce qu'on réunit notre Parlement pour rien. Et ce matin, encore une fois, il s'est passé un événement politique, me semble-t-il, majeur. Toutes les oppositions, il y a 8 groupes à l'Assemblée nationale, donc 6 sur les 8 groupes qui existent, ont refusé de voter. C'est un fait sans précédent, de dire, écoutez, on vous laisse décider, puisque de toute façon, il n'y a rien à décider. Et on a l'impression que même ça, c'est devenu banal. Autrement dit, la gravité du moment politique n'est même pas prise en compte. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour se faire entendre? Parce que nous, quand on revient comme député devant les gens nous disent, mais alors, vous avez été d'accord avec ça? Vous êtes d'accord pour fermer les écoles, après nous avoir dit que ça craignait rien d'aller à l'école? Vous êtes d'accord pour que rentrent les petits en primaire, et puis ceux du collège ne rentreront pas quand on va sortir de la période de confinement? Bon, bref, les gens pensent que nous sommes coupables parce que nous avons dit oui. Et j'ajoute que pour nous, il y avait un motif d'exaspération supplémentaire, c'est que il y a eu plein de mesures de prise et jamais le Parlement n'est consulté. Elles sont bonnes ou elles sont pas bonnes, ces mesures qui ont été prises? Mais si vous les voulez, validez ou vous validez pas? La question n'a plus de sens aujourd'hui. Bah quand même. Bah écoutez, bien sûr que non. La situation est devenue ce qu'elle est devenue à cause des décisions qui ont été prises précédemment et pour lesquelles on m'a déjà dit alors vous êtes d'accord? Et à chaque fois j'ai dit non, il faudrait faire comme ci ou comme ça. Tout le monde s'en fout, le pouvoir nous rionnait. Quand même, quand on lui a annoncé qu'il y avait une deuxième vague, je me suis fait rire au nez. Quand on leur a expliqué qu'il y avait un problème majeur avec les étudiants en juin dernier, ils nous ont rionné. Quand j'ai parlé du vaccin russe pour aller à quelque chose qui est un peu piquant, j'ai entendu tout et n'importe quoi sur le thème, mais parce que c'est idéologique, il a fallu que je rappelle qu'il n'y avait plus de communistes en Russie depuis 1989, donc c'est pas le sujet. On vient pas mettre de l'idéologie là-dedans. Et le vaccin russe, on y reviendra tout à l'heure, si vous voulez. Mais d'accord, mais c'est une question qui est grave, parce que le président de la République, c'est depuis le mois de novembre dernier, et il l'a dit, qu'une mission française y a été, a dit ce vaccin fonctionne, 57 pays aujourd'hui utilisent ce vaccin et ce tir d'affaires, et nous Français, nous attendons le label de la Commission européenne qui dit elle-même oh là là, fin juin nous serons prêts. Il faudrait s'asseoir dessus, il ne faudrait pas respecter les mêmes règles avec ce vaccin-là qu'avec les autres. Absolument. Parce que les autres ont été validés, que ce soit Moderna, Pfizer, AstraZeneca, ils ont été validés par l'Agence européenne du médicament. Voilà. Eh bien, c'est une erreur totale que de faire passer ce formalisme bureaucratique. Parce que, avant l'intérêt général... C'est pas dangereux pour la population de vacciner avec... Mais je comprends la question et je l'accepte. Mais 57 pays l'utilisent. Donc vous pensez qu'il y a 57 gouvernements d'irresponsables et de fous qui... Non, c'est du business, rien d'autre. Clément Beaune, par exemple, le ministre des Affaires européennes, a dit aujourd'hui attention, parce que Moscou utilise ce vaccin comme une arme de propagande sur la scène internationale.
Et alors en plus, ils ne sont pas capables de produire les doses qu'on pourrait leur commander. Ah là là, c'est ça. Donc, on ne leur commande pas parce qu'ils ne seraient pas capables de les produire. Mais non, pour l'instant, on ne le commande pas. Enfin, ce qu'ils disent, on ne le commande pas parce qu'il n'a pas l'agrément. Voilà, je trouve que ça, c'est un concentré d'hypocrisie et de sottise. Alors donc, on reproche aux Russes d'avoir fait un vaccin et de briller parce qu'ils, vous avez vu, nous, on a un vaccin. Je vous signale que les Cubains ont été capables d'en faire un. Et nous, Français, on n'est plus capables de rien. On a donné des milliards de crédit impôt recherche, notamment à Sanofi, et à la fin, ils ne savent même pas faire des masques en tissu. Bon. Et nous venons faire la leçon aux autres en disant « vous faites les fiers ». Mais c'est normal que les Russes soient fiers de leur vaccin, comme le sont les Cubains, comme le sont les Chinois, comme le sont les Américains. Parce que le vaccin américain, c'est pas un moyen d'empire, un moyen... Bien sûr que oui. Mais c'est un vaccin, pardon, mais qui a été, encore une fois, qui a suivi ce processus, avec lequel on peut être d'accord ou pas, mais qui a suivi ce processus de validation par l'Agence européenne du médicament. Et d'ailleurs, quand il y a eu un problème sur AstraZeneca il y a quelques semaines... Bah écoutez, je vous ai dit ce que j'avais à dire. Vous avez le droit de dire que les vaccins anglo-saxons sont parfaits même quand il n'y en a pas, et que les vaccins russes dont on aurait bien besoin... Mon avis importe peu. Non, mon avis importe peu. Qu'est-ce que vous faites là? Je dis juste qu'aujourd'hui, il y a des procédures qui font qu'à un moment, quand il y a un doute sur un vaccin, même AstraZeneca, il a été suspendu quand il y a eu les cas de thrombose pendant quelques jours. Ça a été une réussite formidable, puisqu'après on s'est aperçu que c'était pas vrai. Donc vous dites que c'est une décision politique? C'est une décision politique qui est destinée à favoriser le business des grands groupes de pharma multinationales qui gagnent des milliards dans cette histoire et qui n'ont pas envie de voir arriver un concurrent qui vient de Russie. Point final. Parce que le vaccin russe, il n'est pas plus communiste que poutinien, que tout ce que vous voulez. La seule question qu'on lui pose, c'est est-ce qu'il est efficace ou pas? 57 pays dans le monde l'utilisent. Je prends l'exemple russe, mais j'aurais pu prendre l'exemple chinois tout de même, ou dire, écoutez, courons vite, demander poliment aux Cubains s'ils veulent bien nous en donner, parce qu'eux, ils n'ont pas produit un vaccin, ils en produisent 3. Et c'est le New York Times d'aujourd'hui qui dit c'est un exploit scientifique. Donc, il n'est pas vrai que nous n'ayons pas les moyens de faire des campagnes de vaccination de masse. La France vaccinait autrefois, j'en ai encore la marque sur mon épaule, c'était le BCG. On y passait tous. En une semaine, toute une génération scolarisée était vaccinée. Donc si on en est là aujourd'hui avec ce retard en France, c'est pour des raisons politiques. Absolument, et que politiques. Alors, d'abord sur le vaccin, mais également, par exemple, quand M. Blanquer a dit un coup, ah bah ça craint rien d'aller à l'école, les enfants ne se contaminent pas. Ah ben si, quand même, ils se contaminent. S'il y en a un qui est contaminé, on ferme la classe. Après, il dit, non, s'il y en a 3 de contaminés, on peut. Et puis tout d'un coup, il s'est rendu compte que 3, ça voulait dire que tout le monde était contaminé. À nouveau, on est revenu à 1. Maintenant, on ferme tout. Est-ce que vous avez entendu parler, dans une seule école de France, d'un purificateur d'air? Cette machine existe. Elle tue 92% de tout ce qui est en suspension dans l'air et qui est vivant. On les produit en France. Si nous avions été en guerre, on aurait produit des balles et des fusils, nuit et jour. Et là, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir ces purificateurs d'air et de les mettre dans toutes les salles de cours? C'est ce qu'ont fait les Allemands. Ils en ont mis partout. Pourquoi nous ne le faisons pas? Parce que M. Macron a espéré, en croisant les doigts, qu'il attend les vaccins pour rattraper la courbe d'explosion de la contamination. Et comme il s'est trompé, parce qu'il n'a rien fait pour les vaccins, qu'il n'y a pas de vaccin français, et qu'il attend que l'Europe lui donne le droit qu'on nous soigne, eh bien nous voici maintenant dans une situation désespérée. Il y a un point sur lequel tout le monde est à peu près d'accord, c'est que l'éclaircie viendra avec les vaccins, quels qu'ils soient. Et sur le sujet, c'est vrai qu'on a un gros problème, c'est que l'Europe n'a pas su gérer ni les commandes ni les stocks. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a même dénoncé aujourd'hui la lenteur inacceptable de la vaccination contre le Covid en Europe. Qu'est-ce qu'il faudrait changer, au-delà de ce que vous avez dit sur le déjà ça. D'abord qu'on arrête ces tergiversations grotesques. Nous sommes fin mars, n'est-ce pas, 1er avril. Bon, on nous annonce que les autorisations de toutes sortes seront prêtes en juin. Après, il ne restera plus qu'à passer des commandes. Et le commentateur de la Commission européenne a eu l'écœurante franchise de dire « Oh, ben, de toute façon, à ce moment-là, il y aura assez de doses qui arriveront des États-Unis, on n'en aura plus besoin. » Donc, ça, c'est Clément Beaune. Pardon? C'est Clément Beaune qui a dit ça. Bon, alors de mieux en mieux. Je savais pas, je croyais que c'est le gars de la Commission européenne. Je ne savais même pas que c'était un ministre français qui a dit ça. C'est une honte. Bon, donc que faut-il faire? Puisque nous allons être à nouveau confinés. Eh bien, c'est le moment de prendre les mesures d'urgence pour préparer le déconfinement. Donc, il nous faut des purificateurs d'air en grande quantité. Il nous faut organiser le dédoublement des classes. Il nous faut recruter 100 000 peut-être, assistants d'éducation pour aider les profs et rattraper. Alors à laquelle... Et ça prend du temps.
Mais non, ça prend pas de temps. Nous avons des dizaines de milliers d'étudiants qui n'ont plus de petits jobs, qui n'ont plus aucun revenu, qu'on pourrait immédiatement mobiliser. On peut trouver partout les grands espaces, gymnases et autres, que sais-je, des grandes salles pour y faire les études surveillées. Or, c'est une affaire d'organisation. En tout cas, vous dites qu'il ne faut pas arrêter l'école, il ne faut pas arrêter les cours. J'ai pas dit ça. Je vous dis qu'au point où nous en sommes rendus, oui, ils ont décidé d'arrêter les cours. Comment voulez-vous, monsieur Soto, que je vous dise les yeux dans les yeux? Moi, je sais qu'on doit garder les écoles ouvertes. Je dis seulement que ce qui est décidé est une suite d'absurdités, et de l'une à l'autre. Alors là, bon, ils ont reconfiné. Là, écoutez, la vie concrète, banale, toute bête. Le président de la République a dit, les gosses du primaire iront à l'école. Bon, très bien. On ne pose pas la question de savoir pourquoi ceux-là et pas les autres. Ceux du collège resteront à la maison. Eh bien, monsieur Soto, la plupart des Français espacent leurs enfants d'un an, disons 1 an ou 2 ans. Donc tout le monde, quand c'est le moment d'avoir des gosses, vous en avez. Il y a un moment où il y en a un qui est à l'école primaire et l'autre qui est au collège. C'est déjà assez compliqué à organiser. Pardon, mais à ce moment-là, vous allez faire quoi si vous êtes parent? Comment vous organisez la garde de celui qui reste à la maison? Et est-ce que vous savez que dans des milliers de familles, il n'y a qu'un ordinateur pour la famille? Et des fois, il y en a 0. Comment voulez-vous suivre les cours? Nous allons donc avoir des dizaines de milliers de décrocheurs invisibles, c'est-à-dire qui vont rater le niveau. Il faudra donc rattraper. Voilà pourquoi les jeunes gens que l'on pourrait commencer à embaucher maintenant et à immédiatement organiser pour faire face à ces tâches devraient être recrutés. J'ai pris ces 2 exemples, je pourrais multiplier. Par exemple, vous êtes parisien, vous êtes en région parisienne. Moi, j'y suis la moitié de la semaine. Tous les jours, c'est la cohue dans le métro. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas décalé les horaires de prise du travail. Donc vous avez là la possibilité d'un foyer d'infection, et dans le même temps, on dit aux gens, ah ben non, allez pas au spectacle, ah ben non, allez pas dans les commerces, etc. Tout ça n'est pas organisé, c'est pas maîtrisé. Alors, comme une grande bataille collective. Jean-Luc Mélenchon, ce matin, dans votre discours à l'Assemblée, vous avez cité la chienlit, référence gaulienne évidemment. Il y a un autre gaulliste, Jacques Chirac, qui disait toujours, un chef, c'est fait pour cheffer. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un problème de chef, il y a un problème avec la verticalité d'Emmanuel Macron? C'est ce qu'on entend beaucoup dans les oppositions. Ouais, c'est des grands mots tout ça. Vous avez un homme qui décide tout seul. Vous pouvez parfaitement être celui qui a un très grand pouvoir, et vous êtes assez lucide pour comprendre que certaines tâches doivent être confiées à des groupes un peu plus vastes que votre propre personne. Lui, il est tout seul avec son conseil de défense. J'ai pointé ça le premier, donc j'y reviens. Il décide sous le sceau du secret, parce que sinon c'est pas la peine de faire un conseil de défense. Des fois, le gouvernement lui-même apprend à la télévision les décisions qui ont été prises par ce conseil de défense. Cet homme se croit comme, en quelque sorte, comme une sorte de génie. Moi, je ne ferais pas comme ça. Je m'y prendrais. Vous ne seriez pas un président vertical, vous ? Pour certains sujets, oui. Pour les questions de politique internationale, pour les questions de défense et d'armée, sans doute. Parce qu'en période de crise, c'est un peu la nature de la Ve République qui fait que le chef de l'État... Mais je vais vous donner des exemples célèbres dans l'histoire. La guerre de 14. Pendant toute la durée de la guerre de 14, il y a eu un comité parlementaire qui discutait de la stratégie. Le tout est de doser les choses. On devait avoir un débat à l'Assemblée sur les stratégies de lutte contre les pandémies. Au dernier moment, j'ai retiré le texte. On a donc perdu 4 mois pendant lesquels on n'a pas pu discuter. Si je gouvernais le pays, je m'y prendrais de la manière suivante. Il y a un conseil scientifique, mais il faut faire confiance aux assemblées. Dans les 2 assemblées, nous avons une commission des affaires sociales dont c'est le boulot de s'occuper de ces questions. On pourrait créer une commission spéciale, mais une commission qui fasse des propositions, qui passerait en plénière, et tout au long de la crise, nous aurions une gestion collective. Quelle est la difficulté avec la gestion collective? Non, il n'y en a pas. Et puis, on est plus intelligent à plusieurs que tout seul, c'est une vieille règle. Et quand les choses vont si mal, on a besoin de gens, si vous voulez, lui dans son palais, je ne lui en fais pas le reproche, parce qu'on peut dire que moi aussi je m'isole d'une certaine manière, mais on perd le contact avec la réalité quotidienne. Les députés, ils n'ont pas le choix, les sénateurs, parce que les gens viennent dans les permanences, téléphonent, etc., et tout d'un coup, vous prenez la mesure des problèmes. Avant-hier, j'ai passé un long moment avec un de mes camarades qui s'occupe de rattrapage scolaire dans les cités. C'est lui qui m'a dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que chaque fois que vous reconfinez, eh bien, ça veut dire que vous avez des dizaines de gosses dans des appartements surpeuplés qui sont hors d'état de suivre quelque étude que ce soit parce qu'il n'y a pas d'ordinateur. Ah, dis-je, alors il n'y a pas d'ordinateur. C'est la raison pour laquelle Jean-Michel Blanquer a expliqué qu'il voulait réduire au maximum les périodes où l'école n'a pas lieu. Jean Castex, il entend tout ce que vous dites et pourquoi il ment? Parce que il dit je vais réduire le temps où il n'y a pas d'école, mais peut-être bien, mais il y a des centaines de professeurs. De fait, il a quand même résisté à la pression sur la fermeture des écoles depuis longtemps.
Mais écoutez, mais c'est lamentable de parler comme ça. La pression pour la fermeture des écoles, beaucoup, non. Notamment de l'association de parents d'élèves. Que veulent les gens? Oui, les parents d'élèves, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on mette pas les gosses en danger, qu'on mette pas les profs en danger. Donc c'est pas la pression d'irresponsables. Les uns sont pour fermer les écoles, les autres sont pour les ouvrir, les uns sont pour les chapeaux pointus et les autres pour les chapeaux plats. Il s'agit de la vie de nos gosses et il s'agit des personnels d'éducation. Donc que disons-nous à Monsieur Blanquer? Ça suffit cette posture héroïque. J'ai résisté à la pression. Quand vous avez des classes avec 32, 40 gamins et que vous leur donnez pour unique consigne ouvrez les fenêtres de temps à autre quand on pèle de froid, eh ben moi je dis c'est irresponsable. Jean Castex, il dit vous, les oppositions, vous cherchez à tirer des avantages politiques d'un drame national. Voilà ce qu'il vous reproche. Il l'a dit ce matin. Je réponds pas, c'est de la vulgarité de Monsieur Blanquer habituelle. C'est le Premier ministre. Castex a dit ça? Oui, il a dit ça. Ben, de toute façon, quoi qu'il dise, on a l'impression que c'est le garde champêtre qui arrive. Alors, il est plus brave que ça, vous voyez, Monsieur Castex. On tire des avantages, mais s'il vous plaît, enfin, ils ont tous pris cette mentalité, la Start-up Nation, alors ils vendent des caleçons ou des castagnettes, et c'est pareil pour eux. Non, on s'occupe de notre pays, on donne notre avis. Il n'y a pas d'élection avant le mois de juin. Elles sont régionales. Les questions dont nous débattons ne sont pas posées. Alors, qu'est-ce qu'il voudrait, Monsieur Castex? Qu'on vienne en cortège dire bravo, youpi, continuez, quelle trouvaille? Non, ces gens nous ont amenés à un désastre sanitaire. Demandez, Monsieur Soto, sans doute ça doit remonter aussi jusqu'à vous comme homme, comme citoyen, dans votre vie de père de famille. Vous devez entendre la clameur qui vient du pays. Des gens disent « Assez, c'est une pagaille incroyable ». Et maintenant, personne n'est sûr, n'est convaincu, c'est ça le problème que nous avons dans une démocratie, l'ordre et la discipline ne sont respectés que si on y consent. Pour y consentir, il faut que le pouvoir, ait mis les attentions qu'il fallait pour ça. Vous savez bien que ça n'y est pas. S'il y a eu un carnaval dans la rue à Marseille, il est traditionnel, avec 6000 personnes, 6500, il y a mieux à faire que de leur montrer du doigt et les engueuler. Il faut essayer de comprendre ce qu'ils disent. Les cultureux qui occupent aujourd'hui les lieux de culture dans le pays, quand ils vous disent on sait organiser le spectacle dans des conditions de sécurité, on y a mieux à faire que de les montrer du doigt et de leur rire au nez. Enfin, ce pays est un pays démocratique, un pays libre. Donc on doit être attentif, parce que si on n'est pas attentif à ce qui se dit, alors on ne peut pas diriger. Jean-Luc Mélenchon, on a encore beaucoup de questions et beaucoup de questions d'auditeurs, notamment. Je vous demandais si on peut être un tout petit peu plus rapide sur chaque réponse. Je vais essayer, mais vous avez évoqué juste les régionales. Là, vous avez cité les régionales. Les régionales en juin, ça reste l'hypothèse privilégiée, a dit le Premier ministre. En tant que chef de groupe, que souhaitez-vous? Est-ce que vous souhaitez qu'on vote là en juin comme c'est prévu? D'une façon générale, c'est pas simplement comme chef de groupe, comme démocrate. Il vaut mieux que les élections aient lieu. Et je redoute les régimes. Attendez. Et je redoute les régimes qui prennent l'habitude d'annuler les élections. Par conséquent, j'ai pas envie qu'ils fassent trop d'expérimentation. Mais en même temps, je suis raisonnable et responsable. Si les conditions sanitaires ne sont pas réunies, je ne propose pas qu'on les tienne. La dernière fois, quand il y a eu les élections municipales, le vendredi, il nous apprend qu'on confine tout le monde, mais qu'il y aura quand même des élections. Donc là, sur cette question, vous en remettrez à la décision du gouvernement qui a les informations du Conseil scientifique? C'est lui qui prend la responsabilité. Il faudrait savoir ce qu'il veut. Il prend la responsabilité. Il nous propose de les tenir ou pas. Ce dont je suis sûr, c'est qu'une élection n'est pas une formalité administrative. Il faut donc qu'il puisse y avoir une campagne. Peut-on organiser une campagne en période où nous sommes plutôt confinés, etc. Oui, on le peut. Prenons un exemple, que le service public de l'information organise dans chaque région un débat par semaine entre les différentes listes. Ça sera aussi efficace que des meetings. Et que, en suivant les conseils qui nous sont donnés, on envoie, par exemple, 2 professions de foi au lieu d'une seule. Et qu'on organise le jour du vote. J'ai proposé, par exemple, qu'on répartisse d'abord ceux qui sont les cas les plus sensibles, où il faut faire très attention, qu'on distribue des masques gratuitement à l'entrée, qu'on étage les gens, qu'on dise par exemple de A à M, c'est le matin. Pour vous, ça paraît possible. Donc avec ces conditions-là, ça paraît possible. Mais si la situation dégénère encore plus, Monsieur Soto, laissez-moi vous dire que je voudrais à ce moment-là examiner où on en est. Mais en tout cas, pas d'élection sans campagne électorale, ça c'est sûr. Question de Monique sur l'application RTL. Les listes de la France Insoumise participeront-elles à un front républicain dans les régions où le Rassemblement national serait en mesure de l'emporter au second tour? Ça se décidera dans les régions pour une raison fort simple, comme vous le savez, c'est que la plupart du temps, nous sommes alliés, nous les Insoumis, soit avec les communistes, dans 3 régions, l'Île-de-France où c'est nous qui menons avec Clémentine Autain, et l'Aura, et la région Nord où nous sommes ensemble, et nous serons ensemble en Normandie. Bon. Alors, il y a un partenaire. La décision se prend à plusieurs. Et vous n'avez pas, une position de principe? Quant aux Verts, eux, ils décident par région, ce qui fait qu'aucun accord national n'est possible. Oui. Donc, attendez-vous à ce que ce soit différent d'une région à l'autre. Quant à nous, nous sommes extrêmement méfiants
à l'égard de ce soi-disant front républicain. Et notre habitude est de faire de la manière suivante. S'il y a un deuxième tour, méritez les voix des électeurs. Si vous voulez faire barrage à Madame Le Pen pour donner des voix à Monsieur Macron qui fait l'apologie de Pétain et de Maurras, voyez-vous, ça nous excite pas trop. Il fait l'apologie de Pétain et de Maurras ? Pardon ? Il fait l'apologie de Pétain et de Maurras, Emmanuel Macron ? Dans l'Express du mois de décembre, si vous voulez bien vous y référer, il dit que oui, Pétain est un grand militaire et Maurras un grand écrivain. En pour France, vous, Le Pen égale Macron aujourd'hui ? Je ne dirais pas ça parce que c'est pas vrai. Parce que, comme l'a dit Monsieur Darmanin, il trouve Madame Le Pen trop molle. Donc, sans doute, Monsieur Darmanin est encore plus dur que Madame Le Pen. Par contre, pour ce qui est de faire la chasse et la police politique, il est clair que les macronistes sont plus durs. Regardez la chasse qu'ils ont fait aux universitaires sous prétexte d'islamo-gauchisme, en décidant que le CNRS, qui naturellement n'a pas accepté cette corvée indigne, aille surveiller les travaux de recherche des universités. Donc, je dis ce que tous les Français de ma famille culturelle disent, c'est que ils en ont tellement fait, les macronistes, que franchement, la motivation pour aller voter pour eux, soi-disant pour faire barrage, n'est pas grande, parce qu'on a l'impression que c'est pas un barrage, mais une passerelle. Donc ça sera pas automatique. Il y a pas mal de questions d'auditeurs. Exactement. J'ai peut-être été un peu long pour le dire. Vous êtes parce que j'ai encore beaucoup de questions d'auditeurs. Oui, mais j'essaye d'être dans la nuance aussi. Question de Françoise, qui précise qu'elle est sympathisante de la France Insoumise. Beaucoup de questions autour des multitudes de candidatures plus ou moins déclarées à gauche. Monsieur Mélenchon, qu'y a-t-il de commun entre Anne Hidalgo et vous ? Moi, je pense pas grand-chose, dit-elle. Politiquement, à l'heure actuelle, non. Notre auditrice a raison. Mais vous savez, il ne faut pas s'encombrer de problèmes qui n'existent pas. Jusqu'à présent, Madame Hidalgo et puis Monsieur Jadot avaient en quelque sorte tracé une ligne. Il y avait les bons d'un côté et les islamo-gauchistes de l'autre. Alors c'était... alors ils disaient c'est pas ça crûment comme ça, ils disaient il y a des ambiguïtés. C'était extrêmement vexant. Et puis pour finir, Monsieur Jadot a pris une initiative que je veux saluer. Lui qui disait « je veux trouver un espace entre Macron et Mélenchon » a demandé à Mélenchon de venir dans son espace à lui. Voyons-nous, parlons-nous. Voilà ce qu'il a dit. Oui, alors c'est quand même quelque chose d'amusant pour moi que de participer à un espace qui va de moi à moi-même. Donc je veux bien y aller, ça va de soi. Mais je veux qu'on pose les problèmes là où ils sont. Aller discuter du programme, bien sûr. Commençons d'abord par discuter de notre défense commune contre les assauts que mènent les macronistes et l'extrême droite, contre les syndicats et contre l'UNEF aujourd'hui. Entendons-nous là-dessus, il y a une réunion pour ça. Elle a lieu le 7 avril prochain, elle a été convoquée par mes amis. Pardon, je termine là-dessus. Mais nous ne pouvons pas discuter. Suffisant pour réunir tout le monde. Certainement non. En aucun cas, il ne faut faire une élection de plus contre. Maintenant, il faut construire du pour. On gagne, on applique, on a perdu, on continue. Pardon, mais je voudrais au moins terminer sur ce que j'étais en train de dire. Il n'y a pas de discussion possible sur une candidature commune aux élections présidentielles parce que M. Jadot ne représente pas Europe Écologie Les Verts qui a organisé une primaire. Et ensuite parce que le Parti Socialiste a dans ses statuts le fait qu'il organiserait une primaire pour la présidentielle. Dans ces conditions, ces deux partis auront leur candidat. Il faut donc travailler sur cette base et que le peuple tranche. Encore deux questions, vraiment 20 secondes si c'est possible par réponse. Si je peux, oui, je ferai. Alain, pas très malin, faut dire. Avec la réforme de l'assurance chômage, on va laisser crever des chômeurs et tout le monde s'en fout. Pas un syndicat, pas un parti politique pour voir que nous coulons. C'est très injuste, hein. Vraiment, ça fait mal au cœur d'entendre ça. Je ne sais pas qui a dit ça. C'est un chômeur qui s'appelle Alain. On ne fait que ça. On ne fait que ça. Quand on peut arriver à le dire dans une interview, parce que ça n'intéresse pas beaucoup les intervieweurs. Mais on n'avons pas arrêté de dénoncer. Encore tout à l'heure à la tribune de l'Assemblée nationale, écoutez mon discours. J'ai dénoncé cette réforme du chômage. C'est une catastrophe qui arrive devant nous parce que 40% des gens vont y perdre et ils n'avaient déjà pas grand-chose. Ne croyez pas, monsieur, que tout le monde s'en fout. Je veux vous remonter le moral. La bataille a lieu. Je ne vous dis pas qu'on va la gagner, mais vous-même, ne jetez pas des pierres à ceux qui viennent à vos côtés pour mener la bataille. Réservez-les à nos adversaires. Mobilisez les camarades autour de vous. Voyez d'autres qui sont au chômage comme vous. Agissez. Secouez-vous tous. Je sais bien que c'est un peu plus facile pour moi de le dire que pour vous de le faire. Ne vous résignez pas. Et dernière question, vous aimez le foot, Jean-Luc Mélenchon ? Le quoi ? Le foot. Oui, je regarde. Enfin, j'aime surtout le stade parce que à Marseille, c'est ce qu'il y a de plus fascinant. C'est plus évidemment le stade que, pardon pour les Marseillais, mais c'est plus le stade que la partie de foot qui m'a motivé chaque fois que j'y suis allé. Bon, vous avez suivi, j'imagine, la victoire des Bleus hier soir, match qualificatif pour la Coupe du Monde au Qatar l'an prochain. Mais monsieur, hier soir, j'étais en train de préparer le discours pour le lendemain matin, et puis je sais pas ce qu'ils vont encore inventer pour me pourrir la vie, Macron demain et après-demain, parce que toutes les semaines, nous avons des déclarations, la nuit, le jour, du président de la République qui parle pour ne rien dire.
Bon, mais Merci. néanmoins, certaines voix se lèvent pour dire qu'il faut boycotter ce mondial au Qatar l'an prochain, dans un pays soupçonné de financement du terrorisme. Si on veut être sérieux dans la lutte contre l'islam radical, a notamment précisé Julien Bayou, qui est le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Est-ce qu'il faut envisager un boycott du mondial au Qatar ? Il reprend les termes de mes propres amis sur le sujet. Vous savez, vous connaissez mon âge, j'en ai vu des choses. Je me rappelle qu'on a organisé un mondial de foot en Argentine pendant qu'on torturait nos copains 78. à l'école mécanique de la marine. Alors je suis pas prêt d'oublier cette période. Donc oui, s'il y avait une bataille pour le boycott, moi j'y participerais, mais j'ai pas beaucoup d'illusions. C'est une honte ce qui se fait là. 6500 personnes sont mortes sur les chantiers. C'est affreux comment ils traitent les gens. Et puis le Qatar est le financier de toutes sortes d'activités anti-françaises en Afrique. C'est-à-dire, il participe à l'armement et à l'organisation de milices islamiques qui ensuite nous tirent dessus. Alors, l'équipe de France ne devrait pas aller au Qatar en 2022 ? ah ben attendez, il y a des fédérations sportives pour en discuter et tout. Moi je pense qu'un Français a rien à foutre là-bas. Mais après, bon, c'est moi. Et peut-être que les sportifs, eux, ils disent, ah bah zut, nous, c'est toute notre vie, monsieur Mélenchon. Alors vous nous dites de pas y aller. Oui, les gars, je vous dis de pas y aller parce que on peut pas jouer au foot sur les cadavres. On peut pas jouer au foot avec des violents, bornés, obscurantistes comme ceux qu'on a là. Et ça va me valoir quelques ennuis d'avoir dit ça. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon, d'être venu ce soir dans Merci de m'avoir invité. Merci à vous, à bientôt. À suivre, l'œil de Philippe Cavalière. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Vous allez vous aussi revenir à votre manière sur l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir. J'ai bien écouté Jean-Luc Mélenchon. Moi, je serais moins sévère que Jean-Luc Mélenchon sur la prestation d'Emmanuel Macron. Moi, je l'ai trouvé très bien jusqu'à la Marseillaise. Et après, j'ai été un petit peu déçu quand même. Bon, Macron s'est trouvé super. Nous, on l'a trouvé un peu moins bien. Ça fait la moyenne. Ouais. Et puis, il faut être positif. Alors, le chômage explose, la dette est catastrophique, l'espérance de vie a baissé, mais on a beau temps. Bah c'est déjà aujourd'hui, ça, hein, c'est pas mal. C'est pas J'essaie mal, de positiver. Mais ça, c'est grâce à moi. Ah ben non, le mauvais temps, c'est la majorité, le bon temps, c'est l'opposition. C'est des proches qui disaient ça. Vous prenez donc déjà pour le roi Soleil. Pas le roi, parce que vous connaissez mon tempérament. Bon, je suis plutôt robespierriste, mais le soleil, oui. Hollande, il faisait pleuvoir, et moi, quand j'arrive quelque part, en général, il fait beau. Des proches disaient ça. J'aime pas me vanter, mais il a fait quand même super beau aujourd'hui. Allez, à tout de suite, Philippe.